Ici Éric Viegal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. À l'écoute de votre AM 1410 à Montréal, il s'appelle Pierre Fortin, professeur émérite de sciences politiques à l'UQAM. Avant que la science politique existe à Montréal, il était déjà là. À l'époque, lorsqu'on parlait à la télévision d'économie, l'homme, le visage qu'on voyait, c'était Pierre Fortin. Comment ça va, Pierre Fortin? PMPP, comme on dit au Québec. Pas mal pas pire. Pas mal pas pire. J'aime ça. Professeur Pierre Fortin, il y a un dilemme au Québec. On manque de bras, on a besoin d'étrangers ici pour travailler dans les entreprises, mais d'un autre côté, on n'a pas suffisamment construit de logements. On a un problème au niveau de notre système de santé qui déborde de partout. Là, on vient de parler aux bâtonniers qui nous fait comprendre, aux bâtonniers du Québec, qui nous fait comprendre même le système de la justice déborde de tous bords et de tous côtés. Donc, on a un petit problème de choix à faire pour augmenter l'immigration, jusqu'à quel seuil, etc., etc. C'est un véritable problème. Vous faites une meilleure description que ce que je pourrais en faire moi-même. On a deux questions à résoudre. Premièrement, est-ce qu'il y a trop d'immigration au Canada? Remarquez que ce n'est pas seulement le Québec, là, c'est une question canadienne. Et c'est le ministre fédéral l'année dernière, M. Miller, à l'époque, qui a décidé d'abaisser le niveau, le nombre accumulé d'immigrants temporaires qui étaient au Canada de façon tout de même assez importante. Pourquoi? Exactement pour les raisons que vous mentionnez, à savoir que l'explosion d'immigration qu'on a eue depuis 10 ans a créé un très sérieux problème d'abordabilité puis d'accessibilité du logement. Bref, on aime les immigrants, mais si on admet un trop grand nombre à la fois, mais là, ça crée des pénuries dans le domaine du logement. Deuxièmement, vous avez mentionné aussi que tous ces gens-là qu'on accueille, qui sont nos futurs concitoyens, il faut guérir les bobos de leur famille. Donc, notre système de santé doit les accueillir. Et également, ils ont des familles. C'est-à-dire que l'effectif scolaire au primaire secondaire, par exemple, depuis 10 ans, est maintenant 150 000 élèves de plus qu'il serait si on n'avait pas eu cette explosion migratoire. OK, donc on finit là-dessus. L'explosion migratoire de 2016-2024, on veut à Ottawa et à Québec la corriger, donc abaisser le rythme d'entrée à un niveau qu'on est capable d'absorber sans que ça crée des déséquilibres importants dans l'économie et les services publics. Mais la deuxième question, celle qui nous intéresse présentement entre vous et moi, c'est comment on va faire pour faire changer la proportion de ces immigrants-là, encore une fois en nombre abaissé par rapport à la situation antérieure. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que plus d'immigrants aillent s'établir en région et moins relativement à Montréal? À l'heure actuelle et depuis plusieurs années, peut-être que 80% des immigrants temporaires et des immigrants permanents s'installent dans la région de Montréal. 80%. Et donc 20% dans la région. Or, les régions, c'est la moitié du Québec, et Montréal, la région métropolitaine, c'est l'autre moitié. Et par conséquent, il y a une énorme différence entre l'attraction puis l'accueil des immigrants en région. C'est beaucoup plus faible que c'est le cas à Montréal. Donc, c'est 20% contre 80% dans la région de Montréal. Pourquoi c'est comme ça? Bien,
c'est normal. Dans n'importe quel pays d'accueil, dont le Canada et le Québec en particulier, les immigrants cherchent à se retrouver souvent proches des diasporas des pays qui envoient les immigrants. Pourquoi? Ben parce que c'est des gens qui parlent leur langue, ce sont des gens qui ont leur culture, leurs coutumes, qui peuvent les aider parce que c'est des concitoyens qui étaient des concitoyens dans leur pays. Et par conséquent, il y a une tendance aux immigrants à venir s'installer dans une grande ville où les diasporas des pays d'origine des immigrants sont importantes, premièrement. Deuxièmement, au Québec, on a un problème particulier, c'est que, disons, à peu près 40% des immigrants qui arrivent à Montréal ne parlent pas français, c'est-à-dire ne parlent pas français entre eux à la maison. Donc, lorsqu'ils ont le choix de parler librement, soit l'anglais, le français, 60% parlent français, 40% parlent anglais. Et par conséquent, ce 40%-là qui ne parlent pas français, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de les convaincre d'aller dans des régions autres que Montréal. Vous comprenez évidemment pourquoi. Parce que moi, personnellement, présentement, là, j'habite Rivière-du-Loup. Okay? Ma ville, c'est Rivière-du-Loup. Et n'importe quel immigrant qui doit aller faire son marché au centre commercial de Rivière-du-Loup ou à n'importe quelle épicerie, mais il est obligé de parler français avec la personne parce que la personne dans ce village ou cette ville-là ne parle pas sa langue puis ne parle pas anglais non plus. Donc, il y a une difficulté à faire en sorte que les immigrants aillent en plus grand nombre en région pour ces deux raisons-là. Premièrement, ils sont intéressés à être proches des diasporas pour leur venir en aide au départ. Puis deuxièmement, ben, ils ne parlent pas français et par conséquent, il y a une réticence à aller dans des régions où c'est seulement le français qui est la langue d'usage. Alors, professeur, moi, lorsque j'ai fait un premier cours de droit de l'immigration, on me dit l'immigration a une fonction pour le capital. C'est comme ça, simplement, qu'on définit l'immigration. Et le capital demande de plus en plus. Je regarde, pour une fois là, je vois une dissension entre le capital et les autorités qui sont aux prises avec des... Comment se fait-il que la science économique ne trouve pas la solution alors que la solution doit exister, oui? Parce que ici, au Québec et en Amérique du Nord, et je dirais même en Occident, on a un problème de natalité. Oui. Et ailleurs, on fait beaucoup d'enfants, mais on n'a pas les moyens de nourrir autant de bouches, oui. N'est-ce pas? Non, vous avez raison. Bah, alors la solution est là. Il semble qu'on pourrait même à la rigueur délocaliser. Oui, en fait, on en veut des immigrants et tout le monde est d'accord au Québec pour dire que, étant donné que maintenant les naissances sont moins nombreuses que les décès, donc ça veut dire que sans immigration, la population du Québec diminuerait constamment. Et donc, tout le monde est d'accord pour dire que ça nous prend de l'immigration. Le problème dont on s'est parlé tout à l'heure, c'est que si on va trop vite, si on en fait venir trop à la fois, ben, ça crée des problèmes de déséquilibre. Alors, la question que je pose, professeur économiste que vous êtes, parce qu'on dit tous les problèmes sont dans la nature, mais toutes les solutions sont aussi dans la nature. Pourquoi on ne délocalise pas certains emplois qui peuvent se faire ailleurs sans nuire à l'économie du Québec? Ben, c'est parce qu'on n'a pas une économie qui est une économie autoritaire. On n'est pas en Chine ici où c'est le Parti communiste central qui décide de telle entreprise va aller à tel endroit, Shenzhen par exemple, et telle autre va aller à Shanghai, et telle autre va aller à Xi'an ou à Pékin. Et donc,
tant que les détenteurs de propriétés d'entreprises sont libres de choisir leur emplacement, mais ils vont s'installer dans une grande ville. Et c'est de plus en plus le cas. Pourquoi? Parce que l'économie progresse par interaction entre les gens. Alors, si vous avez une plus grande ville, il y a beaucoup plus d'interactions, plus d'innovations souvent qui émergent. Et puis, bon, donc, avec cette liberté-là, ça donne une meilleure chance aux grandes villes par rapport aux plus petites régions. Par contre, il y a des exceptions. Encore une fois, au Québec, on est chanceux d'avoir une ville qui n'est pas la ville principale, mais la deuxième en importance, qui est la ville de Québec, et la région métropolitaine de Québec, qui est peut-être, je dirais, 15% de l'économie du Québec, qui est la plus dynamique de toutes les régions sur le plan de la croissance économique au Canada. Donc, encore une fois, la région de Québec est la région canadienne, des 11 plus grandes régions métropolitaines au Canada, qui est la plus dynamique. Donc, une des façons de procéder, vous êtes vous-même comme moi-même, on est tous les deux à la recherche d'une solution, mais une solution pour le gouvernement du Québec, c'est de mettre l'accent au point de départ sur l'arrivée d'immigrants à Québec, augmenter l'afflux des immigrants vers la ville de Québec. Et évidemment, il y aurait un intérêt pour les immigrants eux-mêmes d'immigrer à Québec. Pourquoi? Parce que justement, il y a le taux de chômage à Québec est le plus bas de toutes les grandes villes en Amérique, au Canada. Et par conséquent, l'économie de la région de Québec a un gros pouvoir d'attraction. Maintenant, il y a encore le problème de la langue et il y a encore, évidemment, aussi la question que les diasporas à Québec sont plus petites qu'à Montréal, étant donné que la population locale est moins importante qu'à Montréal. Mais si on pouvait rallier les personnes qui sont d'origine étrangère et qui vivent déjà à Québec, les immigrants qui sont déjà rendus à Québec, les coopter et s'assurer qu'ils aident autant que possible les nouveaux immigrants à bien s'intégrer. Je pense qu'on pourrait avoir une solution intéressante au moins dans cette région de la capitale nationale. Professeur, quand on parle du seuil acceptable et qui pourrait être profitable pour le Québec, seuil de nouveaux migrants à accueillir, ça va dépendre de comment la couleur politique qu'on a. Quand on est Parti québécois, on dit 35%, 35 000, pardon, 35 000. Quand on est Parti libéral, on voit au-delà de 50 000. Quand on est gouvernement... 80 000, ouais. Quand on est la CAQ, on dit entre les deux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une façon de calculer dans les circonstances et pour être juste, n'est-ce pas? Hein? Oui, il y en a une façon de calculer. Et la meilleure, c'est la mienne. Mais c'est le meilleur. Oui. Non, mais on est en conversation tous les deux, mais pas seulement tous les deux. On est avec tous nos auditeurs. Absolument. Faut les faire rire un peu. Oui, absolument. Bon, écoutez, sur le plan de la théorie, il n'y en a pas de capacité d'accueil qui est théoriquement la meilleure, théoriquement. C'est certain que si vous avez plus d'argent, vous pouvez accueillir plus de gens. Pourquoi? Parce que, bon, il y a moyen de mieux subventionner le logement, il y a moyen de construire plus d'écoles, il y a moyen d'avoir plus d'hôpitaux, de médecins. Et de franciser ces gens-là aussi. Pardon? Et de franciser ces gens-là aussi. Et de franciser également, oui, parce que le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, nous a dit, par exemple, que si demain matin, on voulait franciser tous les immigrants temporaires qui sont au Québec,
ça coûterait 2,5 milliards. Est-ce que vous allez enlever 2,5 milliards du secteur de l'éducation ou de la santé puis envoyer ça dans la francisation? Mais non, il faut conserver une certaine régularité dans les proportions. Donc, la réponse à votre question, c'est théoriquement, on peut avoir une plus grande capacité d'accueil qu'à l'heure actuelle, mais à condition de mettre beaucoup plus d'argent. Mais étant donné nos moyens limités, je pense qu'il faut avoir une solution qui est pratique. Et la solution pratique que j'ai mise de l'avant, c'est de regarder comment on a réussi dans les 30 dernières années. J'ai regardé les 30 dernières années et j'ai constaté que si on regarde la proportion d'immigrants qu'on reçoit au Québec depuis 30 ans, elle est relativement stable à 50 000 par année en moyenne. Alors, ma suggestion, c'est restons là, partons à 50 000 par année, et puis s'il y a lieu, s'il y a moyen, bien, on va augmenter peu à peu avec le temps à mesure que notre capacité va se développer, à mesure qu'on s'enrichira et qu'on pourra investir plus d'argent dans cette intégration-là, cette francisation-là. Et comme sage. A priori, ben là, ça prendrait 25, 35 ou 45. Regardons ce que nous avons réussi. On a réussi 50 000. Alors, commençons au point de départ pour l'instant avec 50 000 et on verra l'année prochaine, est-ce qu'on peut augmenter à 51, 52, 53 avec le temps. On verra à ce moment-là. Mais évidemment, moi, je suis je suis opposé à la proposition des libéraux qui... C'est pas parce que je ne vais pas faire de politique, là, mais bon, ils sont dans le tort de vouloir faire passer de 50 000 à 80 000 demain matin le nombre d'immigrants qu'on reçoit. C'est une augmentation de 60 %. C'est beaucoup trop et on raterait complètement notre coût. Et les premières victimes elles-mêmes en seraient les immigrants eux-mêmes. Et comme sage, économiste sage, mesdames, messieurs, il va dire aux uns et aux autres de surtout ne pas politiser cette question d'immigration. Absolument. Parce que pour moi, c'est une affaire de cœur, c'est pas une affaire de politique. Et mes 15 enfants, beaux enfants et petits-enfants sont tous issus de l'immigration. Oui. Malgré mon nom, Fortin, qui est très canadien-français, ouais. Tous mes enfants, petits-enfants et beaux-enfants sont d'origine immigrante. Et donc, pour moi, c'est une affaire de cœur de vouloir qu'on réussisse notre immigration. Il devrait y avoir un Pierre chez les Fortins. Oui, Il manque un Pierre chez les Fortins. Mais c'est ça. On va les mélanger un jour, n'est-ce pas? Oui. Pierre Fortin, professeur émérite de sciences économiques à l'UQAM, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler encore une fois, monsieur le professeur. Merci. Ouais, le plaisir est pour moi. Vous êtes un intervieweur exceptionnel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.